Bonjour à tous, et puis j'espère que le contenu qu'on va vous diffuser ici va vous intéresser. Si les spectateurs, vous souhaitez poser des questions, c'est évidemment possible par l'intermédiaire d'un petit onglet en bas de votre écran qui est écrit Q et R, questions et réponses. Alors, écoutez, on va commencer, hein, il est 8 heures. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. La vidéo, on ne la diffusera pas parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, même si vous êtes tous très beaux. Ce qui est important, c'est surtout le contenu, et on va garder le son, et ce son, on le diffusera par l'intermédiaire de Geoffrey et puis Clément sous forme de podcast qu'on mettra à disposition sur notre page YouTube. Donc, corps et machine, corps et moto, comment prendre soin de la machine, comment la comprendre pour en prendre soin. On a avec nous Fabien Vinel, chef mécano, que je laisserai se présenter très vite. Pareil, on a Thomas Riff qui est nutritionniste, qui va nous éclairer sur le fonctionnement mystérieux de la machine humaine. On a Paul Poyeton qui est donc le coach et référent pédagogique de l'Outsiders Academy. On a Marc Bourgeois, team manager Yamaha, pardon, Monster. Tu expliqueras l'intitulé exact de ton poste, parce que moi, avec tous les noms à rallonge de ces teams, je m'y perds bien souvent. Et puis Barbara, pilote, ambassadrice Yamaha. Et puis évidemment, on a nos cinq lauréats, Sean, Evan, Joey, Joey qui nous a rejoint aussi, effectivement, Aurélien et Sarah. Et on est aussi accompagné de notre chroniqueur préféré, Pierre Gauthier, speaker devant l'éternel, qui aura sans doute tout un tas d'anecdotes à nous raconter. On va dire bonjour à Joey. Si Joey, tu veux bien allumer ta caméra si tu l'as. Dès que tu peux allumer ta caméra pour nous faire un coucou, ce sera chouette. Joey. Donc, en attendant, j'ai une petite question tout de suite pour commencer, en tout cas, à poser à FedEx. La moto, c'est une machine. Il me semble qu'elle a été inventée au milieu du 19e siècle. Depuis, elle n'a pas bougé. Tout ce qui reste, c'est quoi? Il y a un cadre, il y a un réservoir, du carburant, un moteur. Mais globalement, est-ce que tu peux, FedEx, nous expliquer comment ça marche, la mécanique, comment, de façon très synthétique, comment ça fonctionne pour qu'elle roule, cette moto? Eh bien, tout simplement, à la base, le moteur, il est fait pour transformer une énergie thermique en énergie mécanique. Donc, l'énergie thermique, c'est l'explosion. On a réussi, avec l'essence, tout ça, à créer une explosion qui fait déplacer donc, le fameux piston. Et après, on a le vilebrequin qui est à l'intérieur du moteur, qui transmet qui transforme une énergie de translation en rotation qui amène à la roue arrière. Ça, c'est le principe global du moteur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été inventé il y a maintenant très longtemps, je ne sais pas exactement la date, mais qui a, dans son concept, très peu évolué. Ok, alors j'ai compris qu'il y a une question de translation, etc. Mais tu pourrais encore simplifier ou pas, ou c'est. Pour simplifier plus, ça va être compliqué, mais c'est une énergie qui va pousser le piston. Vous savez comment il fonctionne, hein, c'est de haut en bas, mais à la fin derrière, on a une roue qui tourne. Donc pour transformer, en fait, c'est le moteur qui va transformer cette énergie de translation, donc de haut en bas, en une rotation à la roue arrière, par le biais de l'explosion, donc l'échange, le mélange carburant-comburant, donc l'air et l'essence. Ce qu'on retrouvera dans le corps humain juste après. D'accord. Et ça, qu'est-ce qu'il faut comme type de combustible dedans? C'est quoi les différents carburants qu'on peut mettre dans la machine? On va dire, on va dire qu'il y en a, jusqu'à maintenant, il n'y en avait qu'un, c'était vraiment l'énergie fossile, hein, c'est l'essence. Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs qualités dans l'essence, mais l'essence reste la chose qu'on a
pareil, qu'on a découvert il y a longtemps et qu'on s'en est beaucoup servi et qui commence à se tarir. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on arrive à faire aussi des produits explosifs avec des bioéthanols, tout ça, et à des trucs un peu plus écolos, puisque l'énergie fossile elle met très longtemps à se créer. Mais c'est l'essence et l'explosion, donc du coup l'essence, même le diesel, ça reste une essence, ça reste un produit qui s'enflamme, et c'est ce qui donne le meilleur rapport de puissance. Est-ce qu'il y a là, par exemple, aujourd'hui, nos lauréats, ils pilotent des motos qui sont des 60, 80, 125. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de carburant? Est-ce qu'il y a une particularité à ce type de cylindrée? Non, l'essence, oui, il y a plusieurs, comme je disais, il y a plusieurs qualités. Donc, c'est le raffinage de l'essence entre 95 et 98. Plus l'essence est raffinée, mieux elle va marcher et mieux elle encrassera. Et pourquoi? Parce que ça va faire une meilleure explosion. C'est le principe, Thomas en parlera tout à l'heure avec la nutrition. Plus nos aliments seront de qualité, plus on sera performant. Mais la moto, c'est pareil. Plus elle aura une bonne essence, plus elle sera performante. On met la même essence dans quasiment toutes les motos. On huile un peu aussi l'essence, le fameux mélange. C'est pareil, Thomas rebondira là-dessus. Il faut graisser son corps pour qu'il fonctionne bien. Là, une moto, c'est pareil, ça se graisse. Et que ça soit n'importe quel cylindrée, on retrouvera toujours la même essence et la même huile. Ok, Thomas, tu confirmes? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau comme de nutritionniste? Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est le travail d'un nutritionniste? Et est-ce que tu peux déjà nous faire 2-3 parallèles avec ce que vient de dire FedEx? Oui, tout à fait. Alors, pour expliquer ce que c'est le travail du nutritionniste, le but, c'est un but de conseil. Ça va être un conseil, le bout de la chaîne, ça va être le contenu de l'assiette et des différents nutriments que l'on va prendre. Mais quand on rentre dans le domaine du sport, et notamment sport comme auto, des sports qui vont être sollicitants, c'est tout ce qui va être vraiment non visible à l'intérieur, la physiologie, comment va fonctionner l'intestin, le foie, la rate, des organes qui sont importants. Parce que si on arrive sur l'aspect des analogies, autant sur la moto, comme il a été dit, il y a peu de carburant qui existe, autant pour le corps humain, il y a une variété, une très grande variété de choses que l'on peut ingérer comme type d'aliments qui vont pouvoir alimenter cette machine. Donc déjà, c'est la première différence avec la moto, c'est que savoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans et à quel moment, c'est là où il va y avoir une première différence. Et la deuxième différence, ça va se faire sur la capacité du corps à emmagasiner, à traiter ce qu'on va lui donner. Parce que d'un organisme à l'autre, le but, c'est que ces aliments, on puisse en ressortir toutes les vitamines, les minéraux qui vont fournir ensuite par des glucides aussi, les lipides, les protéines qui vont fournir de l'énergie. Et un corps qui sera performant, c'est un corps qui pourra bien absorber ce que les aliments donnent et les organes dedans pourront bien l'utiliser et aussi bien le filtrer. On reparlera un petit peu après quand on sera sur l'aspect tuyauterie de l'importance du foie. Mais pour faire simplement, voilà, le corps, on met des choses dedans et le but, c'est qu'il soit traité pour fournir de l'énergie, mais qu'il soit aussi bien filtré, bien épuré pour être évacué. Ok, j'ai entendu parler, alors c'était avec le team MJC, il y avait le mécanicien du team MJC qui me parlait du taux d'octane. Alors FedEx, je t'ai demandé, voilà, du taux d'octane du carburant. Est-ce que, tiens, par exemple, Sarah, est-ce que le taux d'octane, est-ce que ça te parle? Ah, attends, parce que t'as ton micro qui est coupé. Tac. Et j'arrive pas à te le rendre. Non, c'est clair. Oui. Ok, est-ce que ça te parle, Sarah, le taux d'octane? Non, je n'ai jamais entendu parler. Ok, est-ce que ça parle à l'un d'entre vous? Aurélien, est-ce que ça te parle, le taux d'octane? Aurélien? Oui, un peu. Un peu? Ok. Est-ce que du coup, ça te parle et est-ce que tu as ça te parle un peu, mais ça te parle comment? Que c'est fait en 95-98. Ok, pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, FedEx?
C'est exactement ça, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui en France. On retrouve que même si le 98 commence à être compliqué à trouver, et ils ont rajouté de l'éthanol à l'intérieur, mais le raffinage de l'essence, dont le taux d'octane, 95, 98, on le trouve même dans des pays européens comme la Grèce, ouais, c'est la Grèce où on trouve du 100. C'est la qualité de l'essence. Et plus elle est raffinée, moins il y a de déchets à l'intérieur de l'essence. Et du coup, on a l'explosion dans le moteur est vraiment presque parfaite, on va dire, et ça encrasse très peu le moteur. Plus elle est raffinée, moins ça encrasse le moteur. Et est-ce que ça a un lien avec et du coup pourquoi est-ce que tout le monde ne met pas un indice du 99,9 pourquoi est-ce que tout le monde ne met pas un super un super taux d'octane? Pourquoi il y a plusieurs sortes dans ce cas-là si c'est si bien que ça? Alors ça, je ne vais pas te dire. Déjà, c'est cher. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, les moteurs fonctionnent avec du 95 à l'éthanol. Ce qui, nous, en moto, c'est ce qui quand même encrasse le plus le moteur. Mais c'est des énergies un peu plus bio qui coûtent moins cher à faire produire. Parce que forcément, faire raffiner de l'essence, bien la faire raffiner, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher. Il y a des procédés qui polluent un peu la planète. Et aujourd'hui, fabriquer de la bonne essence, ça coûte très cher et ça pollue beaucoup. Donc, on réduit le taux d'octane et on habitue les moteurs à fonctionner avec ces petits taux d'octane pour essayer de polluer le moins possible. Même si, à la sortie de l'échappement, c'est une essence qui pollue un peu plus. D'accord. Merci Fédex. Il y a Paul qui voulait intervenir. Oui, ce qui va jouer surtout, c'est les règlements. Les règlements interdisent d'avoir un taux d'octane trop élevé. Donc, la plupart des règlements sur les courses françaises, c'est 95 ou 98 uniquement, notamment en enduro. Après, il y a certaines disciplines comme en motocross où on peut en mettre un petit peu plus selon les championnats. Et par exemple, aux États-Unis, le championnat US de Supercross, il n'y a pas de limitation d'octane. Et là, ils vont rouler avec des carburants comme la V-Power, des carburants qui sont très chers. Ça coûte 7-8 euros le litre, mais qui ont un taux d'octane qui est à 120, 130. Ok. Thomas, est-ce que on pourrait faire une analogie avec le taux d'octane? Par exemple, est-ce qu'il y a des types d'alimentation qui sont avec le moins de déchets possible, le plus raffiné possible? Parce que parfois, on a l'impression que Alors, c'est curieux parce que si je me trompe pas, le produit, d'après ce que j'ai compris, là, le carburant, il est ultra transformé. Quand il est hyper raffiné, il est très transformé. Alors que contrairement à ça, quand on regarde des produits, quand on va au supermarché, aujourd'hui, on a tendance à penser que moins les produits sont transformés, plus ils sont bons pour la santé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pour la nutrition, c'est un peu le parallèle inverse. C'est comme on recherche que le produit soit le moins transféré, qu'il y ait le moins la main de l'homme dessus, donc qu'il soit le plus proche de ce qui est dans la nature. Mais pour essayer de faire une comparaison avec le taux d'octane où meilleur est le carburant, moins ça encrasse le moteur. Il y a des types d'alimentation. On pourrait faire le comparatif, par exemple, entre les aliments d'origine végétale et animale. Tout ce qui va être l'alimentation d'origine végétale aura tendance à produire moins de déchets et entraînera moins de filtres à faire pour le corps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger de la viande, loin de là, parce qu'il y a des vertus, notamment certaines vitamines, certains minéraux que l'on retrouvera presque que dans la viande. Mais le but, c'est que si la part d'alimentation qu'on peut avoir, on peut avoir certaines sources de végétal, ça encrasse moins l'organisme, ça fait moins fonctionner le foie, le rein, et ça permet d'avoir une machine qui va durer plus longtemps, ou quand on veut une grande performance, comme quand on est en âge de faire de la compétition, on veut solliciter au moins les capacités de filtration de l'organisme pour qu'il reste toujours très performant. Est-ce que ça veut dire ça que du coup il faudrait limite éviter de cuire les aliments? Alors, tu veux peut-être faire le parallèle avec le régime paléo? Est-ce que c'était ça ta question? Non, ma question c'est de me dire qu'il faut qu'il soit le moins transformé possible. La cuisson, la cuisson, c'est pas une transformation. La cuisson, on ne le considère pas une transformation, c'est une transformation industrielle où on va sortir l'aliment de sa matrice première. La matrice première, c'est comment il a poussé. On va prendre l'exemple d'un légume. Si un légume, on le prend et juste on le cuit, il reste dans sa matrice première. On voit le légume. Si après c'est un légume qu'on prend, qu'on va broyer, où on va rajouter des éléments, des huiles, le transformer pour faire des plats préparés, choses comme ça, on le sort de sa matrice première. C'est ça que j'entends. D'accord, j'ai compris. Il y a Barbara, tu voulais intervenir.
Oui, je voulais juste te dire, à l'époque, quand j'ai commencé en vitesse sur un deux temps, j'achetais de l'essence qui était vachement plus chère que l'essence du commerce. Mais par contre, c'est vrai que la moto, on ressentait vraiment une différence de comportement et d'efficacité parce qu'elle était à la remise de gaz, au filet de gaz, elle était beaucoup plus, comment dire, explosive, réactive. Mais après, bon, ça demandait quand même à faire des réguliers, enfin des contrôles assez réguliers, d'ouvrir le moteur de temps en temps un petit peu pour voir justement comment ça fonctionnait avec cette essence-là. Mais je me rappelle que c'était une essence chère, mais la moto, elle marchait, quoi. Puis il y avait une odeur particulière. Ça te, Pierre, est-ce que ça te rappelle des choses, ça? Parce qu'effectivement, euh, comment dire, Barbara parle de l'odeur particulière et c'est un truc qu'on retrouve aussi. Est-ce que depuis toi que tu commandes est-ce que depuis que tu commandes des courses, t'as senti une différence, une évolution par rapport à cette odeur? Je ne sais pas, parce que moi, dans mon imaginaire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même encore 30 ans, ça pétaradait peut-être un petit peu plus, il y avait peut-être plus de nuages un peu partout, j'en sais rien, je ne sais pas, c'est une question peut-être un peu con, hein, mais comment tu as vu un peu l'évolution, toi, des courses à ce niveau-là? Alors, l'évolution, vous m'entendez là? Oui. Ouais. Alors, voilà, l'évolution, c'est vrai qu'elle s'est faite au fil des années. Donc, avant, il y avait beaucoup de moteurs deux temps. Ça fumait beaucoup plus que maintenant. Et puis, il y avait une odeur particulière puisqu'il y avait de l'huile de ricin. Donc, ça sentait une odeur très, très particulière qu'on n'a plus maintenant. Et certains fabricants d'huile actuels parfument même leurs odeurs parce qu'il y a des fabricants qui demandent, des constructeurs de motoneiges, par exemple, qui demandent à ce que les huiles soient parfumées. Donc, il y a certains fabricants d'huile qui mettent des additifs particuliers dedans pour donner une odeur particulière. Pour compléter ce que disait Barbara, alors c'est vrai que il y a une odeur particulière, mais il y a aussi une couleur. Si elle fait référence à l'essence d'avion, qui est très raffinée, qui a un taux d'octane qui est bien différent de l'essence classique, elle a aussi une couleur qui est je ne sais pas si elle m'entend, Barbara, mais il y a une couleur qui est aussi différente. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc l'odeur, la couleur, et puis ça donne une explosion différente et le rendement moteur est meilleur toujours à l'heure actuelle que les essences classiques, ça c'est évident. Ok, merci Pierre. Est-ce que on a parlé des aliments, de leur qualité? Est-ce que maintenant ces aliments ils vont bien emprunter un système digestif, que ce soit la moto ou le corps humain? Comment faire? Alors, je vais commencer avec toi, Fedex. Comment est-ce qu'on fait pour que la moto récupère le mieux possible le carburant qu'on lui a injecté? Ben, ça, c'est la fameuse carburation. Pourquoi on fait une carburation sur une moto? Pourquoi il y a un carbu déjà? Donc, c'est vraiment pour créer ce mélange entre l'air et l'essence. Mais ce mélange, il est gérable. Il est gérable par celui qui roule avec la moto. Donc, on mettra plus d'essence ou plus d'air par rapport à la convenance. Mais si on met beaucoup d'essence, vu que le moteur il est prévu pour emmagasiner un certain volume, si vous mettez trop d'essence, il va y avoir des pertes. Et c'est-à-dire qu'il y aura il y aura un pourcentage de l'essence qui ne sera pas brûlé. Donc, il repartira dans l'échappement. Donc, ça va l'encrasser. Ça va faire des autocombustions. Ça peut faire des autocombustions dans les échappements. C'est ce qu'on voit souvent dans les 4 temps quand ça pétarade à la rupture. C'est des autocombustions. Et ça va encrasser tout votre moteur. Et c'est vrai qu'il y a une certaine génération où on avait tendance à beaucoup mettre d'essence dans les moteurs pour pouvoir les calmer et avoir beaucoup de couple. Mais voilà, c'est les fameux, on les voit souvent dans les courses de franchissement, il y a encore pas longtemps, où quand tout le monde démarre, il y a une fumée incroyable. C'est parce que tout le monde est beaucoup trop riche, met beaucoup trop d'essence. Mais ça amène un certain comportement à la moto qui est aussi pas désagréable.
Parce que quand on a le bon mélange, donc ça s'appelle le mélange stoichiométrique, c'est quand il est pile poil, c'est pas forcément là où la moto va marcher le mieux. Du moins, que ce soit coupe, puissance, c'est là où elle va marcher le mieux en puissance, mais on va perdre un peu en bas. Et ce mélange, voilà, c'est avec ce mélange qu'on va essayer, air essence, de trouver les meilleures performances de la moto. D'accord. Merci FedEx. Alors j'ai Patrice qui revient, Patrice qui est un spectateur qui revient sur un peu sur la question d'avant par rapport à l'indice d'octane qui passionne les foules. Et il pose la question suivante: l'indice d'octane à utiliser ne dépend-il pas du rapport volumétrique du moteur ainsi que du réglage de carburant? Alors, on est dans des éléments vraiment extrêmement techniques. Je ne sais pas si tu as des éléments à donner à Patrice ou si on est quand même déjà dans les grands détails là. Si. C'est vrai en compétition, hein, c'est vrai que plus on a un moteur comprimé, donc un très gros volume de compression, un volume dans la culasse, en fait, plus on comprime le moteur, plus il faut une essence très stable qui ne va pas s'auto-inflammer. Donc, l'indice d'octane sert aussi à ça. Plus on a un moteur performant, donc ça veut dire un gros taux de compression, plus on va utiliser une essence de très très bonne qualité pour éviter des taux d'inflammation partielle de l'essence, tout ça. Donc, c'est vrai que ça y joue beaucoup aussi. Plus on a un moteur performant, en compétition, ils utilisent des essences, quand je prends le MotoGP par exemple, c'est des essences vraiment spéciales qui ont un très très haut indice d'octane. Tu confirmes? Et même l'avion. Ouais. Barbara, tu confirmes justement, toi qui fait beaucoup de vitesse? Oui, de toute façon, c'est vrai que on ressent la différence. Aujourd'hui, les moteurs sont quand même très 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 pointus, mais je parle moi par exemple quand j'ai commencé, c'était un petit peu différent et je pense qu'on ressentait vraiment tout de suite la différence. Maintenant, il y a plein d'éléments plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte pour la performance du moteur, mais c'est vrai que l'essence c'est comme nous l'eau, comme l'apport qu'on a sur la nutrition, hein, c'est exactement la même chose. Donc oui, comme dit FedEx, en MotoGP, c'est vrai qu'ils utilisent des essences de folie et c'est grâce à ça aussi que les moteurs sont poussifs, quoi. Hein. Ok, merci Barbara. Avant de faire l'analogie avec le corps humain, j'aimerais poser une question à Paul. Ah voilà, Paul qui demande le micro parce que du coup, juste avant, s'il te plaît, Paul, peut-être que c'est ça dont tu voulais parler. Je disais là, c'est des questions qui sont extrêmement techniques. Est-ce qu'au niveau de nos 5 académiciens, est-ce que c'est des choses qui jouent? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles peut-être qu'il ne faut pas trop s'apesantir là-dessus? Le souci, c'est que déjà, le règlement, il va réguler la question de l'octane. Par contre, il y a quelque chose qui est peut-être c'est la question que je voudrais poser à FedEx. Est-ce que ça change quelque chose d'acheter de l'essence dans une station de marque ou de l'acheter dans un supermarché, par exemple? Est-ce que c'est exactement la même essence? Est-ce que ça sort tout de la même usine? Ou est-ce qu'il y a des différences en fonction des marques? Je t'avoue, je connais pas la réponse. Nous en compétition, on s'est toujours orienté vers les producteurs d'essence, hein, c'est-à-dire Total, Shell, tout ça, où c'est censé être de la meilleure essence. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des Total Access qui font de l'essence au prix de celle des supermarchés. Et là, voilà, toute l'essence vient de chez eux. Donc, c'est pas Carrefour qui s'amuse à faire de l'essence, c'est pas des raffineurs. Pareil pour Leclerc, donc je pense que l'essence elle vient à peu près du même endroit. C'est juste après, c'est au niveau des quantités. Je pense qu'un groupe comme Carrefour et Leclerc, ils achètent des tonnes et des tonnes d'essence, et c'est là où ils arrivent à baisser le prix. Mais moi, je jouerais plutôt sur l'indice d'octane, où entre une 95 et une 98, c'est là où on voit réellement l'effet. Après une 98 de chez Total ou une 98 d'une autre pompe, c'est moins évident, je pense. Thomas, alors maintenant, donc tu nous as expliqué tout à l'heure le moins, enfin il faut des produits les moins transformés possibles, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on peut On a vu la carburation avec FedEx. Comment est-ce qu'on peut faire l'analogie avec le corps humain? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut préparer notre corps à recevoir le mieux possible les aliments qu'on lui donne?
Moi, l'analogie, je la ferai en parlant de deux organes clés qui sont les deux organes clés du sportif sur les premiers sur lesquels on va commencer à s'intéresser. Ces deux organes, c'est un, l'intestin et deux, le foie. Pourquoi l'intestin? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'intestin, c'est la zone où les différents glucides, lipides, protéines, les vitamines et les minéraux vont pouvoir passer du bol alimentaire vers le sang. Donc un intestin en pleine santé, c'est un intestin qui va pouvoir retirer de l'alimentation qu'on lui donne un maximum de ces vitamines, minéraux et de ces autres éléments. Un intestin qui sera en moins bonne santé, il retirera moins d'énergie potentielle derrière de l'alimentation qu'on lui donne, mais surtout, un intestin en mauvaise santé, il va laisser passer entre ses cellules des éléments mauvais qui vont pouvoir atteindre le sang et du coup entraîner de la contre-performance en plus de signes cliniques comme des maux de ventre, des diarrhées, des constipations et autres. Donc un intestin en pleine santé, c'est un intestin qui pourra tirer le maximum de l'alimentation qu'on lui donne. Le deuxième organe qui est très important, lui, ça va être plus sur la capacité de l'énergie qu'on va pouvoir fournir en compétition, et l'enduro s'y prête beaucoup parce que c'est surtout sur les sports où on rentre dans l'endurance que ça va être intéressant, c'est le foie. Parce que le foie, il a différents rôles dans l'organisme, notamment un rôle de détoxification, donc de métaboliser les toxines pour les enlever et les envoyer au rein qui va les sortir du corps via l'urine, mais il a aussi un rôle de producteur de glucose, de producteur de sucre, donc d'énergie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à faire une course, la première chose que les muscles vont utiliser comme énergie, c'est leur propre énergie. Ils ont leur propre réservoir de glucose, donc d'énergie, mais au bout de 45 minutes, cette réserve est épuisée. Et qu'est-ce qui va prendre le relais de cette réserve? C'est le sucre, l'énergie que le foie va pouvoir emmagasiner, produire, et le sang. Et une fois que cette énergie-là va s'épuiser, autour des 2 heures, le foie, il a un système où sans sucre, il va pouvoir produire du sucre avec des acides aminés, donc à l'origine de la protéine. Il va pouvoir, à partir de protéines, produire du sucre. Donc ce qu'on voit, c'est que plus l'effort est long et plus il va s'installer dans le temps, plus le rôle du foie va être intéressant. Donc pour un athlète qui soit jeune ou confirmé, qui va vouloir performer, il y aura pour la saison d'entraînement, vraiment l'importance du travail de l'intestin, c'est ce qui tous les jours va lui permettre d'assimiler et de retirer l'énergie depuis l'alimentation. Et après, d'avoir un foie en pleine santé, c'est ce qui va lui permettre sur 1, 2, voire 3 jours de course de pouvoir être performant du début à la fin. J'ai vu beaucoup dans le sport d'endurance des gens qui vont abandonner. Alors on voit un peu moins ça en moto, mais on le voit beaucoup par exemple sur des marathons, des choses comme ça, des gens qui au bout d'un moment sont obligés d'abandonner parce que dès qu'ils boivent ou dès qu'ils font un ravitaillement, ils vomissent, ils régurgitent, c'est-à-dire que l'intestin n'était pas assez bien préparé et au bout d'un moment, l'intestin, il n'arrive plus à absorber ce qu'on lui donne et c'est un facteur d'abandon. Alors dans le marathon, c'est un facteur d'abandon, mais dans de la moto, ça peut être un facteur de limitation de performance au bout du 2e, 3e jour, etc. Entendu. Barbara, tu voulais intervenir? Oui, c'était juste pour rejoindre en fait ce que disait FedEx, mais la discussion d'avant sur l'essence en fait, et les supermarchés, c'était que dans les supermarchés, oui, ça, visiblement, comme il dit FedEx, ça doit être la même essence que ce qu'ils peuvent distribuer dans les grandes surfaces, mais ils ont quand même des pompes avec normalement de l'essence de plus grande qualité comme le Premium, l'Excellium. Bon, ça c'est pour le gasoil, mais après je crois qu'il y a pour le sans-plomb, il y a le V-Power ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais il me semble qu'ils ont une essence qui serait de qualité supérieure à ce qu'ils vendent en basique, comme les grandes surfaces, quoi. Voilà, après faut creuser, quoi. Je sais pas. Hein, Merci Barbara. Du coup, Thomas, prendre soin. Alors, est-ce que tu as prendre soin de son intestin, prendre soin de son foie, etc. Comment tu as des petits conseils à donner pour ça? Alors, pour la santé de l'intestin, ça va être la base, c'est l'équilibre alimentaire entre les différents groupes alimentaires, que ce soit des fruits, des légumes, des viandes, des légumineuses, des lentilles. Voilà, c'est l'équilibre et l'apport quotidien et régulier de ces différents éléments qui vont faire que l'intestin fonctionne bien. Ça, c'est la première chose. Mais après, quand on rentre dans le sport de haut niveau, il faut, comme par exemple, des fois, je suppose pour la moto, de temps en temps, on sort le carburant, on le nettoie, et on va le remettre en place. De temps en temps, il y a du nettoyage à faire. Et ce nettoyage, ça va être aussi vrai pour l'intestin. Et là, on rentre dans le domaine de la complémentation alimentaire.
Parce que même si le but, c'est que tous les besoins soient couverts par l'alimentation, quand des fois, il y a un besoin physiologique, comme par exemple réparer un peu l'intestin, le mieux le faire fonctionner, on rentre dans la complémentation avec le domaine de l'utilisation des plantes, des vitamines, des minéraux. Et pareil pour le foie, des fois, après, le but, c'est de savoir les signes cliniques qui nous disent quand est-ce que l'intestin va un peu moins bien, quand est-ce que le foie va un peu moins bien. Peut-être on y reviendra plus tard sur ce webinaire ou un autre. Mais pareil, quand on voit que le foie commence à donner des signes d'un peu de difficulté, ça ne veut pas dire qu'on a une maladie ou qu'on est malade, mais on a besoin de le régénérer. Pareil, ça, c'est des protocoles écrits en complémentation alimentaire où on va pouvoir, mois après mois, aller cibler différents organes. Alors, quand on fait des prises en charge, par exemple, la dernière fois, on en parlait avec Marc, mais c'était pour la préparation des motards de Yamaha pour le Dakar. Et une préparation, ça se fait plusieurs mois en avance parce que si on veut faire vraiment un nettoyage global de la machine, on va le faire étape par étape. Premièrement, on va aller nettoyer cet intestin. Ensuite, on va aller faire le foie. Après, on peut aller sur la thématique des probiotiques, des bactéries, tout ça fonctionne bien. Enfin, voilà, c'est vraiment défini. Il y a vraiment un ordre particulier aussi à suivre pour ne pas causer de problématiques, etc. Mais voilà, le nettoyage, l'alimentation variée et régulière, c'est le premier point. Mais derrière, il y a des nettoyages réguliers qui doivent être faits 1, 2, 3 fois par an en fonction des profils. Et ça, on rentre dans le domaine de la complémentation alimentaire. Ok, merci Thomas. Joey, Oui. Joey, de ton côté, est-ce que tu avais jusque-là, est-ce que tu avais conscience de ça? Est-ce que justement, quand tu t'alimentes, quand tu choisis ta nourriture, est-ce que jusqu'alors, ou est-ce que ça a évolué ces derniers temps, ta façon de t'alimenter? Est-ce que tu as bien conscience, comme disait Thomas, du rôle du rôle de l'intestin, du foie, de l'estomac, etc. Est-ce que tu as conscience de tout ça? Oui. Après, en temps général, dans l'année, je fais pas trop attention à ce que je mange, mais avant les courses, j'essaie quand même de faire attention, de ne pas manger des choses trop lourdes ou quoi, qui pourraient j'essaie de manger des choses qui donnent de l'énergie, des bonnes choses avant les courses, quoi. Mais au cours de l'année, c'est vrai que je fais pas plus attention que ça, oui. Et comme quoi, par exemple, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? C'est quoi parce que les sportifs, en général, ils ont un petit peu leurs habitudes. Avant une course, ils ont leur mixture ou des choses comme ça. Toi, c'est quoi? Quelles sont tes habitudes alimentaires avant une course ou la veille? Ou c'est quoi tes rituels un peu? Généralement, j'essaie de manger des pâtes, souvent, parce que je trouve que ça, en énergie, ça apporte de bonnes choses et j'aime bien. C'est pas trop lourd. Moi, je mange des pâtes régulièrement, souvent, avant une course. D'accord, merci Joey. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette... Parce que je pense que Joey est loin d'être le seul à penser que les pâtes ou le riz, la veille, c'est ce qu'il faut manger, peut-être même en grande quantité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, de ce que vient de me dire Joey, il y a 2 conseils que je peux donner. Déjà, il me parlait avant la course, etc. C'est le temps entre le moment où on mange et le début de la course à respecter pour que la digestion ait bien le temps de se faire. Donc, si on fait une course après un petit déjeuner, c'est intéressant qu'il y ait 1h30 entre la fin du petit déjeuner et le début de la course. Donc, si on sait que la course est à 9h, on adapte en fonction. Et si c'est un repas, un gros repas, comme un repas du midi, par exemple, si on a la course après-midi, c'est bien de pouvoir laisser 3 heures. Comme ça, la digestion a le temps de se faire. Tout le sang qui va affluer vers l'intestin. Et ensuite, une fois que la digestion est finie, ce sang sera de nouveau disponible pour les muscles. Donc, laisser le temps imparti, soit en fonction soit un petit déjeuner, une collation ou un repas plus important, ça va être vraiment intéressant pour qu'il y ait le maximum ensuite d'énergie pour la course. Ensuite, là, prenons l'exemple des pâtes. Comme nous disait Joey, comme un peu les types de carburants, le type de pâte aussi, c'est là où ça va être plus intéressant. Là, on parlait de raffinage, mais on peut parler, par exemple, pour les pâtes. Il y a les pâtes blanches, les pâtes standards que l'on retrouve. Et après, on a tous vu des fois au supermarché, pâtes semi-complets ou complets. Alors, on sait que dans la conscience commune, on sait que il faut aller vers des aliments semi-complets, complets. Mais pourquoi? En fait, un aliment, il est comme un peu le taux dans le 95 ou 98. Un glucide, quelque chose qui va amener de l'énergie, il va être qualifié par sa capacité à faire monter le taux de sucre, donc le taux d'énergie dans le sang. Un aliment comme des pâtes blanches, le taux de sucre va monter très vite et ensuite il va descendre très vite. Donc l'énergie qu'il va nous donner, ça va être sur un peu de temps. Alors que si on passe sur des pâtes semi-complètes ou peu importe les aliments, mais là c'est l'exemple des pâtes, si c'est semi-complet ou complet, l'énergie disponible elle va être sur un temps beaucoup plus long. Il va y avoir moins un pic d'énergie, mais ça va être dispo beaucoup plus longtemps.
Donc, ça va nous permettre d'avoir de l'énergie sur une durée plus longue. Donc, c'est pour ça, par exemple, jouer si dans la veille, tu vas manger des glucides, mais c'est surtout pour quand c'est dans la journée, quand par exemple on est dans la course pour le midi, pour l'après-midi ou etc. C'est plus intéressant d'aller vers des pâtes semi-complètes ou complètes qui vont fournir de l'énergie pendant plus longtemps. Merci Marc. Marc Bourgeois, est-ce que tu peux, parce qu'il y a aussi Marc Tibi de la Mutuelle des Motards qui nous a rejoint et qui avait un complément à faire sur les indices d'octane. Mais justement, Marc Bourgeois, est-ce que tu peux nous amener ton témoignage, toi, parce que tu as la réputation d'être quelqu'un d'extrêmement scrupuleux sur ton alimentation. Moi, j'en ai été témoin à chaque fois qu'on a été au resto. Il est hors de question que tu manges un truc trop gras ou quoi. Voilà, tu es extrêmement scrupuleux sur ton alimentation. J'imagine que quand tu étais au plus haut niveau de la compétition, c'est des éléments qui comptaient beaucoup pour toi. Comment t'as géré tout ça? Donc, déjà, ce que je voudrais dire, c'est pour les jeunes, c'est une prise de conscience. Alors, quand j'ai une prise de conscience, on est tous là avec le mot performance. Performance, c'est faire un résultat. Donc, on est tous conscients, on parle d'octane, on parle de moto, on parle souvent de préparation de suspension, on parle de préparation de moteur, d'avoir les bonnes pressions dans les pneumatiques. Et souvent, quand on parle entraînement, on n'oublie jamais rien. Et moi, déjà, la première question que j'aurais à poser, ça serait de savoir qu'est-ce que vous prenez, vous, à l'entraînement systématique pour votre corps. Est-ce que c'est quelque chose que vous posez comme question? Parce que prendre ses bottes de moto, prendre le trépied, prendre son bidon d'essence, ça, on l'oublie jamais. Mais par contre, prendre sa bouteille d'eau, par exemple. Et peut-être vous prenez une banane, quelques aliments. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est régulier chez vous? Ou c'est des choses où on arrive sur le terrain, j'ai oublié ma bouteille d'eau, j'ai pas pris une collation. Est-ce que ça vous arrive, ça, déjà? Alors après, est-ce qu'il y en a un d'entre vous, Sean, par exemple, tu pourrais peut-être répondre à Marc, et puis après on demandera le témoignage de Paul qui a quand même quelques années d'expérience derrière lui pour coacher des enfants dans la moto. Sean, est-ce que tu peux réactiver ton micro et puis peut-être répondre sur ton expérience à Marc? Ok, moi, je fais en sorte de toujours avoir ma bouteille d'eau. À chaque fois, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. Bon, ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est vraiment une prise de conscience que quand on s'entraîne, qu'on va faire un footing, quand on commence que notre sport, le moto, devient notre métier. Donc, c'est-à-dire qu'on fait que ça toute la journée, se préparer pour des objectifs en compétition. Ça arrive des fois qu'on fasse 3 séances de sport par jour, c'est-à-dire une séance de course à pied, une séance de moto, une séance de musculation. Et à partir de là, si on n'a pas une qualité dans son alimentation, qui est, comme disait Thomas, régulière, on va être en forme la première semaine et on va voir que notre corps va perdre en performance au fur et à mesure, la deuxième semaine, troisième semaine. Et souvent, notre corps est moins en forme. On peut voir souvent des blessures qui arrivent. Donc, l'alimentation, c'est tout aussi important que de préparer sa moto. Et je le répète, ça va vous aider dans votre progression et votre constance à progresser durant l'année. Merci Marc. Paul, tu voulais intervenir. J'imagine que tu as pas mal de choses à dire sur le sujet. On se souvient, enfin moi en tout cas je me souviens particulièrement de Noam qui a progressé au fur et à mesure dans son alimentation, notamment le matin. Toi, tu dois croiser beaucoup de jeunes parce que tu fais aussi t'encadres des stages, t'encadres des jeunes en colo, l'été, etc. Qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? Déjà, on va rester sur l'endurokin, hein. C'est ce qui nous intéresse le plus là, sur les jeunes qu'il y a sur ce webinaire. Par exemple, souvent sur les années précédentes, je suis obligé de rappeler qu'il faut prendre la bouteille d'eau pour aller repérer. Et le repérage, surtout s'il fait chaud, si on ne boit pas pendant le repérage, la veille, c'est pas le jour de la course. Mais ça, après, on demandera à notre intervenant, mais le jour de la course, c'est trop tard. Si on n'a pas bu les jours qui précèdent la course, si on a mangé n'importe quoi la veille, la semaine avant la course,
qu'on sait pas, qu'on a bu que du coca, qu'on n'a pas bu d'eau, et que le jour de la course, eh bien, on mange des bananes et de l'eau, ben, ça marchera pas. Ça se prépare bien en amont. Donc la veille, ben, c'est important de bien s'hydrater. Et il y a une autre chose, parce que là, on a parlé tout à l'heure de la digestion. Et bon, dans le format des courses en enduro, la course commence le matin et c'est en continu. On s'arrête pas vraiment. On n'a pas le temps de manger. On a encore moins le temps de digérer. Donc, on peut manger que par petites touches et voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Est-ce que c'est plus intéressant de manger, par exemple, une grosse assiette de pâtes à midi ou alors est-ce qu'il vaut mieux arriver à manger par petites touches et quels aliments sont les plus adaptés? Ça correspond, merci beaucoup Paul pour ton intervention. Ça correspond à une question qui est posée par Vincent qui dit Thomas, donc ça s'adresse à toi Thomas, tu pourras du coup enchaîner derrière. Thomas, pour les enduristes qui ont très peu de temps pour manger dans la journée, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, c'est une bonne question. Alors, la première chose, ce serait déjà d'avoir, quand on apporte quelque chose à préparer, des choses qui demandent moins d'efforts de mastication et donc qui vont moins solliciter le système digestif derrière. Par exemple, ce sera plus intéressant d'avoir une salade composée avec du riz, des légumineuses, par exemple des œufs comme source de protéines plutôt qu'une viande, et d'avoir tout ça déjà prédécoupé dans la chose qu'on va amener. Déjà d'avoir quelque chose où il y a moins d'efforts de mastication qui va demander moins de temps de broyage et du coup moins de sollicitation derrière par l'estomac pour être broyé, etc. Ça permet de gagner du temps. Et puis après, ceux qui n'auraient vraiment pas le temps de pouvoir faire des grands repas, etc., plutôt que 3 grands repas, on peut ce qu'on appelle fractionner les repas. Mais dans ces cas-là, quand on fractionne, il faut quand même se prévoir un petit peu à l'avance pour qu'on réponde bien aux besoins en glucides, lipides, protéines, parce que voilà, on ne gère pas pareil quand on fait 5 petits repas dans une journée que quand on en fait 3 principaux, par exemple. Ok, merci Thomas. J'aimerais passer à… Alors, c'est passionnant, mais c'est vrai que le temps file et il file hyper vite. Alors, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de la façon de traiter son système digestif, etc. Bon, on pourrait après s'étaler sur chaque organe de façon en profondeur. Moi, j'avais une question, c'est que aussi bien si moi je mange 200 grammes de riz ou Marc mange 200 grammes de riz, il ne va pas le percevoir de la même façon, il ne va pas l'ingérer de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas tous égaux. Si 2 motos de la même cylindrée qui sortent d'usine au même moment, a priori, elles vont recevoir le carburant de la même façon. Nous, nos corps, ils sont différents. Ou alors, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, FedEx, 2 motos différentes, on leur met le même type de carburant, elles vont réagir de la même façon. À ce moment-là, est-ce qu'il y a c'est une question de réglage? Est-ce que c'est même sortie d'usine, 2 motos vont réagir différemment? Comment ça se passe? Après, la conception du moteur, on rentre dans la mécanique, mais la conception du moteur peut être différente d'une même cylindrée. On va parler du même cylindrée, mais d'une marque à une autre, la conception moteur peut être différente. Donc forcément, on va toujours mettre la même chose à l'intérieur, de l'essence et de l'air, mais le rendu sera pas pareil. Ça, c'est sûr. Ok. Et question, du coup, Thomas, c'est vraiment une question de modèle, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous sortis de la même usine. Malheureusement, parfois, certains auraient aimé choisir l'usine de laquelle ils sortent, mais c'est comme ça, on doit faire avec ce qu'on est. Et comment on peut faire pour aussi comprendre ok, on a tous un foie, on a tous un intestin, mais comment comprendre les particularités de son propre foie, de son propre intestin, de sa propre façon de digérer? Je me souviens d'un truc au stage, tu parlais de la façon dont, comment on est différent selon notre capacité à fixer l'eau, par exemple, ou notre capacité à fixer, je sais pas, le sucre, tous ces éléments-là. Alors, quels sont les éléments vraiment stratégiques, les éléments les plus importants qu'il faut guetter et avoir à l'esprit pour connaître son corps? Alors, déjà 2 choses. La première, c'est qu'on parlait comme de l'usine. Le corps, on est tous génétiquement différents. Il y en a qui ont des super patrimoine génétique et d'autres un peu moins. Donc ça, on ne peut pas agir dessus. Par contre, derrière, sur les routines et comment on va traiter son corps, on pourrait dire on est son propre mécanicien. Et c'est là où on va pouvoir agir dessus.
Alors, au niveau des routines, et je rejoins un petit peu sur ce que disait Marc Bourgeois tout à l'heure. Il disait que, voilà, que le but, c'est de commencer à prendre conscience des choses. Voilà, avant une course, je prends mon eau, je prends ma banane. Quand on est sur les jeunes athlètes, il ne faut pas leur bourrer le crâne déjà tout de suite avec la nutrition de performance, la physiologie, les glucides. C'est trop. Mais par contre, il y a deux choses qui sont très importantes chez les jeunes athlètes. C'est un, faire le bilan, savoir si tout va bien. Et là, on a fait des séances individuelles avec les différents lauréats. Donc, ils ont bien compris. Mais de deux, c'est de voir, lors de ce bilan, est-ce qu'ils ont déjà les bonnes routines? Parce que le but, c'est pas de surcharger l'esprit avec des notions de physiologie, de performance et tout, mais c'est de voir si les bonnes routines sont appliquées. Et si elles ne sont pas appliquées, leur donner. Parce qu'en ayant des bonnes routines tôt, ça permet d'éviter l'apparition de problèmes quand on va arriver à 18, 19, 20 ans. L'apparition, Marc, on parlait aussi tout à l'heure, par exemple, le risque de blessure, de tendinite, de déchirure, il y a un gros levier d'action dessus sur l'alimentation, mais aussi, quand on parlait l'intestin, le foie, parce que quand on est jeune, entre guillemets, on est hyper performant, la jeunesse prime sur comment on traite notre corps. Voilà, il y en a, voilà, ils vont pouvoir s'alimenter pas top et être performants jusqu'à 18, 19, 20 ans. Mais quand on veut être performant au plus haut niveau et passer cet âge-là et continuer à être performant, ça va être par des routines d'alimentation. Et c'est dommage de s'intéresser qu'à ça, qu'à 20 ans, quand on voit qu'on est au plus haut niveau, mais qu'on n'arrive pas à accéder au podium, qu'on n'arrive pas à rentrer dans le top 10 mondial, des choses comme ça. Que si plus jeune, on connaît déjà ces bonnes routines et on connaît du travail, c'est lancer l'hameçon dans le futur un peu. Et je pense que c'est pour ça que Marc l'a très bien compris, que s'est dit que ce serait intéressant qu'il y ait, entre guillemets, un aspect nutrition, même chez des jeunes comme ça, voilà, qui ont 11, 12 jusqu'à 16 ans, c'est qu'en connaissant ces bonnes routines, je leur propose, quand je dis je, c'est lui, voilà, en tant que visionnaire dans la moto, d'avoir une longévité, c'est la longévité de carrière et éviter les blessures, les choses comme ça, qui d'autres n'auraient pas, quoi. D'accord. Barbara, tu avais une question à poser ou une remarque à faire? Oui, parce que en fait, je viens de penser à quelque chose pour rebondir sur ce qu'a dit Paul, en fait, quand il expliquait tout à l'heure que quand ils partaient faire les repos, en général, et ils oublient tous les bouteilles d'eau. Et le problème, c'est que tu vas partir 20 minutes, 1 heure et demie, 2 heures, en attendant que tu n'as pas bu d'eau. Donc, à la limite, le petit truc auquel je viens de penser, ce serait systématiquement d'avoir avec soi des tout petits camelback, des tout petits sacs à dos. Il en existe des tout discrets et tout chez Intersport, je crois. Et toujours avoir de l'eau parce que tu pars avec tu mets ton camelback sur le dos, tu as toujours ton petit tuyau et mine de rien, c'est tout bête, mais c'est moins chiant de prendre le tuyau et le mettre dans la bouche que de enlever le sac à dos, prendre la bouteille qui est dedans déjà, ou alors ne pas prendre d'eau du tout, quoi. Il faudrait que ce soit un réflexe systématique. Tu arrives sur un enduro ou même des fois, là, par exemple, lors du stage au centre de cross de Paul, on voyait tout le monde partir à pied pour faire les exercices avec Paul. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément les bouteilles d'eau ou alors les parents qui sont à côté et qui tiennent les bouteilles. Donc, tu pars juste avec un tout petit sac à dos qui pèse rien. Ça fait même pas 1 litre, je crois, mais au moins tu t'hydrates régulièrement et sans réfléchir, parce que tu prends le truc, hop, tu le mets dans la bouche et au moins tu as tout le temps de l'eau et tu sais que tu as tout le temps de l'énergie dans ton corps. Aurélien, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tu as posé une question au départ, c'est que tu voulais avoir des conseils sur le petit déjeuner, qui est le moment le plus important, le repas le plus important. Est-ce que toi, tu as des réflexes déjà, toi, à ton niveau? Justement, tu pars avec une gourde, tu penses à emmener de la nourriture, à faire attention à ça. Comment tu te comportes? En général, quand je vais rouler à mon club, en général, je prends toujours, si j'ai faim, je prends une petite compote ou un fruit. Je prends de l'eau, en général un camelback. Et quand je vais, par exemple, quand je vais faire des balades aussi, je prends un camelback tout le temps. Voilà. D'accord. Merci. Pierre, tu voulais intervenir? Oui, tout simplement une petite précision. Je crois qu'il est important de rappeler que quand on est sportif accompli, quand on doit avoir une bonne hygiène de vie pour faire de la moto à un bon niveau, pour progresser, il ne faut pas attendre d'avoir soif ou d'avoir faim pour manger ou pour boire, tout simplement. Et souvent, on occulte de prendre de l'eau ou de la nourriture parce qu'on se dit j'ai bien mangé ou j'ai bien bu avant de partir.
et j'aurais pas soif. Voilà, j'ai fait des centaines et des milliers de kilomètres en vélo, des centaines et des milliers de courses aussi, et c'était comment dire, ce qu'on se rappelait régulièrement qu'il fallait boire régulièrement, ne pas attendre à avoir soif, et manger régulièrement, ne pas attendre d'avoir faim, parce que quand on a faim, c'est trop tard, c'est la fringale. Et je pense qu'en moto, la problématique doit être la même. Et je voulais aussi apporter une petite précision. On parlait tout à l'heure de l'essence et du MotoGP. En MotoGP, ils ont restreint les contenances des réservoirs. Et comment ont-ils fait pour gagner quand même toujours en performance? Eh bien, ils ont rafraîchi l'essence. C'est-à-dire que maintenant, ils mettent de l'essence dans les réfrigérateurs des camions. Ou, enfin, ils rafraîchissent l'essence avant de la mettre dans le réservoir. Et est-ce que dans les aliments qu'on prend, et là je m'adresse aux nutritionnistes, pardon, est-ce qu'il est important aussi de prendre des éléments à certaines températures en fonction du sport qu'on va faire? Est-ce qu'on va le faire l'été? Est-ce qu'on va le faire l'hiver? Est-ce qu'il est important de les réchauffer plus ou moins? Voilà ma question. Alors, concernant les températures, moi, ce serait plutôt sur l'hydratation que j'aimerais aborder la réponse. Déjà, faisons un rappel, 1% de déshydratation de notre corps, donc notre corps il est composé à 60-70% d'eau. 1% de déshydratation, ça équivaut à 10% de baisse des performances, pour donner un ordre d'idée à ceux qui vont faire la moto. Donc quelqu'un qui ne serait pas bien hydraté de la veille, de l'avant-veille et le jour J, c'est minimum 10% de performance en moins. Après, en fonction de si on va rouler dans un environnement où il fait froid ou en environnement où il est chaud, là, ça va être ce qui va être intéressant à mettre en place, c'est une boisson d'effort. Et les académiciens sont à un âge où ça commence à être intéressant de mettre en place une boisson d'effort. Alors, qu'est-ce qu'une boisson d'effort? Donc, c'est une boisson qui, mine dedans, il va y avoir des vitamines, des minéraux et du sucre. Voilà, c'est la composition générale. Quel va être l'intérêt? Déjà, c'est que s'il y a du sucre dedans, c'est du sucre qui va pouvoir être dans le sang et que ça va être de l'énergie immédiatement disponible pour l'organisme, comme on l'a vu tout de suite. Et puis aussi, les vitamines et minéraux, elles vont compenser les pertes que l'on va avoir dans l'effort. Parce que quand on va faire un effort, on va perdre des vitamines, des minéraux, et cette boisson de l'effort va permettre de le compenser. Et ça va permettre d'éviter les carences, les déficits, notamment quand on part pour 1, 2, 3 jours de course. On n'aura peut-être pas, via le contenu de l'assiette ou de ses repas, la capacité de régénérer ces vitamines et minéraux. Et la mise en place de cette boisson d'effort quand on va rouler, elle va être intéressante. Mais voilà, quelle dilution on va faire pour cette boisson? Est-ce qu'on le fait très concentré, peu concentré? Là, ça va dépendre de la température. Quand on va rouler dans des environnements froids, et bien quand on a froid, en général, on a moins soif. Donc, ça va être intéressant d'avoir une boisson très concentrée parce que vu qu'on va boire peu, il faut qu'on ait beaucoup de concentration de nutriments pour que le peu qu'on boive, il y ait une grande source de vitamines, minéraux et de sucre. Au contraire, quand on va être sur des courses ou en température chaude, sur du Dakar ou d'autres éléments comme ça, ça va être intéressant d'avoir des boissons d'effort très diluées parce que vu qu'on va boire beaucoup, on a besoin de moins de concentration en vitamines, en minéraux et en sucre dedans. D'accord, merci. J'aurais une question juste après Paul qui voulait intervenir aussi. Oui, alors sur les petits compléments comme ça dans les boissons, je suis pas contre du tout. Par contre, ça se teste pas le jour de la course. D'accord, hein. Il y a des personnes qui vont peut-être moins bien l'accepter. On peut même mettre selon les produits, des fois on ne se sent pas forcément bien. Donc c'est vraiment important de les tester à l'entraînement avant, de voir si on l'accepte bien et surtout pas l'essayer le jour de la course. Et en effet. Oui, Thomas. Je dirais même qu'au-delà des compléments, toute modification, que ce soit une complémentation, hydratation ou habitude alimentaire, ne jamais rien tester la veille de la course. Même si ce serait par exemple, on se dit tiens, ce soir j'ai vu ça à manger, ça me paraît bon, des choses comme ça. Non, tout ce qu'on va manger de la veille de la course et pendant les courses, ce soit des choses qui ont déjà été testées en avant, que ce soit des boissons, des compléments ou même des plats ou d'autres choses comme ça. Voilà, ne jamais rien tester pendant les compétitions. C'est un très bon conseil que vient de vous donner Paul. Ok, on approche bientôt, le temps est passé à une vitesse complètement dingue, on approche bientôt de la fin. J'avais une petite question qui concerne, on va reprendre nos analogies, mais qui concerne aussi la mécanique moto. C'est
Évidemment, nous, on est avec un corps. Hein, on commence la compétition avec un certain âge. Là, pour nous, ce sont des jeunes. Et au fur et à mesure, notre corps, il change. De la même façon, il vieillit. Enfin, en tout cas, il mûrit pour le moment, pour nos jeunes. Pour nous, ça vieillit. Mais les motos aussi, ça vieillit. Et qu'est-ce qu'il y a comme signe à guetter? Alors, que ce soit l'âge ou la fatigue, ou je ne sais pas, je vais d'abord m'adresser à FedEx. Qu'est-ce qu'il y a comme signe à guetter sur la moto qui se disent, ouh là, il est temps de changer la tuyauterie ou de changer quelque chose au niveau, je parle carburant et toujours alimentation. Quels sont les signes à guetter pour bien entretenir et anticiper un peu un certain nombre de problèmes? Ben pour moi, il y a deux gros signes. Le premier, c'est le pilote qui va le ressentir quand la moto va moins bien marcher. C'est quand même assez sur une moto, tout le monde le dira, entre une moto neuve et une moto d'occasion, la même moto, on sent vraiment la différence. Sur une moto neuve, tout est plus rigide, tout est plus, voilà, c'est vraiment flagrant. Alors qu'en vieillissant, la moto prend du jeu. Et donc voilà, pour moi, le premier signe, c'est quand même le pilote qui va le sentir, la moto va moins bien marcher. Ça, c'est sûr. Et le deuxième signe, c'est la prise de jeu. Donc le jeu, ben, c'est les cale-pieds, c'est les leviers, c'est la chaîne, tout prend du jeu en fait. Ben, c'est un peu comme notre corps. En bout d'un moment, notre corps, il est moins. Ben, quand on était jeune, on tombait et on se relevait, on repartait. Et en vieillissant, on tombe, ben, on prend du jeu quoi. On a un peu plus de mal à se relever. Et la moto, c'est un peu pareil, elle prend du jeu. Et quand tout commence à prendre du jeu, c'est que la moto commence à vieillir. Et là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Du coup, j'en profite pour rebondir sur une question qu'avait Aurélien, si je me souviens bien. Il voulait savoir, lui, alors j'espère que nous, on n'en est pas encore là, bien que, mais qu'est-ce qu'il y a comme intérêt à faire passer une moto sur le banc d'essai? Alors, le banc d'essai, ben là, on commence à partir sur des en général, c'est de la préparation. En fait, quand on commence à mettre des pièces sur une moto, on la change de sa valeur constructeur. Donc, le constructeur, quand il a fait la moto d'origine, il a mis plein de pièces dessus et lui, il a passé au banc et il a affiné des réglages par rapport à ce qu'il y avait sur la moto à l'origine. Quand on commence à mettre des silencieux, quand on commence à mettre des culasses, à changer des choses sur la moto, normalement, il faudrait la repasser au banc pour voir si notre carburation, justement, est adaptée à toutes les pièces qu'on a mis. C'est pour ça que souvent, on passe les motos au banc pour voir vraiment si on a changé le couple, la puissance et s'il faut adapter la carburation par rapport aux pièces qu'on a mis dedans. D'accord, merci FedEx, c'est très clair, bravo, c'était vraiment très synthétique. Thomas, est-ce qu'il existe une sorte de banc d'essai pour être humain? En général, on est son propre, comme on était son propre mécanicien quand on a dit tout à l'heure, on est son propre banc d'essai. Et en fait, c'est être son propre diagnosticien, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui va nous dire que le corps a une difficulté, il va falloir que j'aide. Ça peut être le système digestif, le problématique, est-ce qu'on a de la constipation, la diarrhée, des ballonnements, c'est-à-dire que voilà, d'un point de vue digestif, ça irait moins bien. Est-ce qu'on a un bon sommeil? Des gens qui vont se réveiller pendant la nuit, qui ont un manque de sommeil réparateur, c'est un signe aussi que la machine va moins bien. Des gens qui seraient plus sensibles à avoir des tendinites, des courbatures, des crampes, ça aussi c'est un signe annonçateur que d'un point de vue nutrition, ça va un peu moins bien. Voilà, le but c'est de savoir, de connaître les signes cliniques qui nous diraient que on a besoin d'aide, on a besoin de changer nos routines sur l'alimentation, donc les connaître. Et quand on les sait, savoir est-ce qu'on a les réponses à cette question ou est-ce qu'il faut aller au contraire demander conseil pour répondre à la problématique. Mais se faire son autodiagnostic quand on est sportif, c'est apprendre à se faire son autodiagnostic, c'est vraiment une première base, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez des… Comment dire, Marc, est-ce que tu es capable de… Marc Bourgeois, est-ce que aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu réussis aujourd'hui à bien te connaître? Est-ce que, comme tu le dis Thomas, tu es toi-même ton propre banc d'essai? Est-ce que quand tu vois un signe de constipation, tu sais d'où ça vient tout de suite? Non, c'est sûr, après, maintenant, avec l'expérience et j'ai envie de dire la rigueur qui a été mise pendant plusieurs années, on arrive à avoir un petit peu des signaux. Donc, j'ai envie de dire, c'est d'être à l'écoute de son corps. Après, c'est pas toujours évident. C'est quelque chose où c'est pas toujours conscientisé.
Mais avec l'expérience et la rigueur, vous serez tous capables d'arriver à anticiper. Je dis bien anticiper. Des fois, juste avant de tomber malade, souvent, on va à l'entraînement parce qu'on a envie de respecter son plan d'entraînement. Et quand on commence à se connaître, on se dit, là, je suis un petit peu fatigué. Il y a des signes qui nous disent on a un peu du mal à se lever. Après, on a des indicateurs, on ne va pas rentrer dans les détails. La motivation, elle est un peu moins là, etc. Et ça, c'est des signes un peu de fatigue. Justement, en coupant un entraînement, ça peut permettre je dis bien, de sauver, justement, de tomber malade et de garder une certaine constance dans son évolution. Ok, merci Marc. Je voudrais poser juste une petite question à Evan. Toi, de ton côté, est-ce que déjà, alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Evan, est-ce que tu as appris des choses, toi, là, dans la dernière heure? Et est-ce que s'il y avait quelque chose qu'est-ce que tu retiendrais de tout ce qu'on a dit et qu'est-ce qui va te servir, par exemple, déjà demain? C'est pas une question piège, hein. Par exemple, l'entretien de la moto, un peu. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Et concernant l'alimentation? La veille des courses, il faut vraiment se préparer avant pour arriver sur les courses bien. D'accord. Aurélien, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu? Maintenant, je sais, j'ai posé des questions, mais maintenant je sais la réponse du coup. Alors, c'était quoi ta question? Les questions que je t'ai dit au début. C'était le petit déjeuner, etc. Effectivement, on a réussi à poser les questions que tu avais posées au départ et tu as tes réponses. Bon, c'est parfait. Sarah, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu vas tâcher de mettre en pratique peut-être? Ce que je veux retenir, c'est la bouteille d'eau. Parce que Lisa Lancelot avait déjà dit ça. Et du coup, je vais encore les mettre en œuvre. Voilà. Super. Joey, de ton côté? Oui, moi, je vais faire un peu plus attention à ce que je mange parce que jusqu'à présent, tout au long de l'année, je me faisais pas trop attention. Je faisais attention que avant les courses et maintenant, ça va être tout au long de l'année. Bien, super. Et Sean, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, j'ai retenu pour la bouteille d'eau, toujours l'avoir, et aussi qu'il existait un tableau pour la carburation. Ouais, ça c'est vrai que c'est extrêmement. C'est le fameux tableau pour l'altitude et la carburation. Je pense que Marc et FedEx te l'enverront avec plaisir ce tableau. FedEx et Thomas, si on devait, je vais commencer par FedEx, trois règles d'or ou des conseils, vraiment les choses à retenir, à graver en lettres de feu dans son esprit pour bien préparer sa moto et aussi en termes de carburant. Il faut pas trop se prendre la tête avec le carburant. C'est quand même aujourd'hui, ils ont tous des motos, voilà, que ce soit eux ou leurs parents les suivent. Donc il faut pas trop se prendre la tête. C'est vrai que aujourd'hui toutes les essences fonctionnent, hein, ça fait fonctionner le moteur. Moi, c'est vraiment de bien s'occuper de la moto avant une course. Mais comme disait Thomas par rapport à son corps, hein, il faut que son corps soit prêt pour la course. La moto, c'est pareil. Il faut qu'elle soit faut bien la regarder, être sûr que tout va bien. Ne serait-ce que pour le graissage de la chaîne, des choses comme ça qui représentent aussi le corps humain. Hein. C'est voilà, que bien entretenir sa moto, bien la préparer aux courses à la course qui va arriver. C'est pour moi la priorité pour eux. Merci FedEx. Thomas, les derniers petits conseils pour conclure ce premier webinaire? En 3 points, je dirais que comme quand on passe la moto sur le banc d'essai, c'est important de ponctuellement faire des bilans de sa nutrition. Donc faire le bilan qui nous permet, deuxièmement, de connaître les routines pour amener longévité et bonne préparation à son corps. Et 3, quand on approche du jour de la compétition, adapter le repas de la veille, c'est très important, et surveiller l'hydratation pour la compétition.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, il y a Marc qui veut faire un petit commentaire aussi. Bah, peut-être qu'on va te laisser, Marc, du coup, on va te laisser le mot de la fin. J'interviendrai juste sur une petite astuce, parce que c'est la bouteille d'eau, on est tous passés par là, c'est casse-pied. On ne sait pas où la mettre. Souvent, on a des grosses bouteilles, des petites bouteilles. Moi, ce que je peux vous préconiser, à la fin, j'avais acheté un petit porte-gourde qu'on met autour de la taille. En plus, vous avez une petite gourde avec une petite pipette. Donc ça, c'est sympa. Parce que du coup, le papa ou la maman, en sortie de spécial, on n'a pas besoin d'enlever le casque et on peut le mettre sous la mentonnière. Et après, comme disait Barbara, le camelback, nous, en enduro, et vous en enduro kid, quand vous partez en liaison, vous pouvez, le papa ou la maman, vous mettre un petit camelback pour faire la liaison. Voilà, très bien, Sean. Bon conseil, merci. Je vais quand même donner la parole je vais quand même donner la parole à Marc Tibi. Tu as assisté donc tu représentes la Mutuelle des motards, hein, qui est un de nos partenaires les plus importants. Tu as assisté à l'intégralité de ce premier webinaire. Est-ce que tu as une remarque à faire, un petit complément, parce que tu as quand même une sacrée expérience de la moto aussi, toi, de ton côté? Ouais, alors écoutez, non, alors déjà, je trouve que c'est un super webinaire. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je pense que j'aurais dû faire ça il y a longtemps en arrière, hein, mais bon, ça n'existait pas. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, franchement, c'était un chouette truc. Alors non, j'avais juste, en fait, au cours des discussions, je voulais juste amener deux petites précisions. Ça va prendre 2 secondes. La première, et qui est proche, c'est qu'effectivement, le corps humain, de ce que j'en sais, a des fusibles. Et les fusibles, c'est souvent les blessures. Quand on n'est pas bien dans sa tête, Marc en parlait tout à l'heure, quand on n'est pas bien dans sa tête, c'est souvent la conséquence d'une blessure. Donc il faut savoir parfois lever le pied quand on n'a pas, c'est ce qu'il disait, la motivation ou qu'on ne se sent pas. Il vaut mieux faire ça, parce que sinon c'est le corps qui va dire moi j'en peux plus, donc je coupe, et c'est là où on se blesse. Donc c'était le petit complément, effectivement, et je l'ai souvent constaté moi. Ça m'est arrivé déjà, ça, parce que j'ai pas trop tendance à m'écouter, et c'est souvent quand on n'est pas très bien dans sa tête qu'on se fait mal. Ça, c'est le petit point. Puis j'avais une toute petite parenthèse sur le carburant tout à l'heure, vous en avez parlé. Moi j'ai eu une vie précédente chez un pétrolier. Alors juste pour vous dire que en fait tous les carburants sont pris dans la même cuve. Ils viennent tous de la même cuve, en fait, hein. Il y a des pétroliers qui sont localisés, par exemple proche de Lyon, c'est Total, hein. C'était Elf avant, c'est Total maintenant. Ils fabriquent pour tout le monde. Et par contre, ce qui différencie, c'est quand un chauffeur routier vient et qui charge pour Leclerc, par exemple, il va prendre une cuve de son camion pour Leclerc. Eh bien, il va y avoir un certain nombre d'additifs qui vont être prévus pour le carburant de Leclerc. Et puis si c'est pour Total, les additifs sont différents, et chacun en fait va ajouter les additifs qui sont propres, et la technologie, la recherche et le développement se font autour des additifs. Alors c'est des additifs anti-encrassement, c'est des additifs qui facilitent la combustion, c'est des additifs qui sont pour comment dirais-je, la lubrification des soupapes, etc., etc. Donc chacun émet sa technologie, et c'est ça qui fait la différence entre les différentes essences. Mais le produit en lui-même, la fabrication du produit, c'est qu'une très grande cuve qui est fabriquée par l'un ou par l'autre. Donc voilà, Total à Feyzin, ça va être Shell à Marseille, enfin voilà, peu importe l'endroit, c'est juste pour une petite précision. Voilà, comme ça vous savez. Voilà, mais en ce qui concerne la mutuelle des motards, on est sur de la prévention, hein, c'est toujours pareil. Quand on investit, quand je dis quand on investit, c'est quand on se prépare pour faire une saison de quelque chose. C'est trop dommage sur des petits détails que sont l'alimentation, l'hydratation ou la préparation de sa moto, parce que tout se rejoint et c'est tout un petit peu pareil, de foirer sa saison sur un détail. C'est trop dommage. Donc voilà, c'est les petits travaux qui font qu'on réussit à avancer tout au long de sa saison. Et c'est souvent sur des détails. Edith, hein, que vous avez peut-être vu, c'est toujours que le diable se cache dans les détails. Et donc voilà. Merci beaucoup Marc pour ce mot de la fin qui marque la fin de ce premier webinaire. Merci à tous. Je vais partager en même temps
pour ceux que ça intéresse, les coordonnées Instagram de nos deux experts. Alors, ce ne sont pas tous les intervenants, mais voilà, ça tournait quand même autour de l'expertise de Fabien en mécanique, et puis donc Fabien FedEx, et puis de Thomas Riff au niveau de la nutrition. Si vous avez la moindre question, notez bien les profils Instagram. Et puis, si vous avez la moindre question complémentaire, vous pouvez toujours vous adresser à notre community manager sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci à tous de votre participation. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain webinaire sur connaître ses limites pour performer. Et là, on parlera vraiment de la dimension physiologique avec un kiné Cyril Taraga pour pouvoir. Et puis, on aura aussi d'autres intervenants surprises pour vous expliquer comment bien préparer votre corps. Je pense que Marc Bourgeois sera de nouveau avec nous. Paul aussi. En revanche, Barbara, malheureusement, heureusement pour elle, se déplace en Sicile pour un superbe voyage pour aller tester des pneumatiques. Et on retrouve toute l'équipe dans 15 jours. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée.